Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, c'est un épisode spécial avec Anthony et Cédric de ArchiMD. Oui, dans le fond, ils sont venus répondre aux questions que vous nous avez posées par rapport à la grossesse, par rapport aux impôts, comment ça fonctionne. Oui, donc c'était vraiment un épisode qui touchait à la pratique en tant que médecin. Et si vous avez encore vos questions concernant les investissements, les assurances, l'achat d'une première propriété, toutes ces questions-là sont répondues aux 2 épisodes précédents. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un épisode sur la pratique super intéressant. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Salut! Bonjour. Salut. Bienvenue au podcast. On est super contente de vous recevoir aujourd'hui. On va répondre, comme on l'a dit, aux questions des auditeurs. Donc, voulez-vous commencer par un peu nous parler de Archer? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Oui. Donc, Archer, c'est un cabinet de services financiers intégré. On aide les gens à atteindre on pourrait dire leur rêve financier, leur objectif. De façon concrète, on fait de la planification financière, de la gestion de portefeuille, de la gestion des assurances et aussi de la comptabilité. Et tout ce qu'on peut faire aussi pour aider en plus. Là. Ça va super large. Super, parfait. Et on peut peut-être y aller avec la première question. Donc, voulez-vous nous parler un peu des assurances collectives? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Pour des gens qui connaissent rien. Ouais. Est-ce que c'est pendant la résidence? C'est pendant la pratique? Ou... Donc, ici, on fait référence aux assurances de la FMRQ. Ouais. Donc, pendant la résidence. En fait, je pensais que tu allais jump in. Je peux le faire. En fait, c'est assez simple. Quand on a besoin d'assurance, il faut toujours regarder quelles sont les assurances collectives qui sont offertes, soit par un groupement ou par nos employeurs. Durant la résidence, vous êtes membre de la FMRQ, donc vous avez l'obligation d'adhérer aux assurances collectives. Vous allez avoir essentiellement 3 choses de fournies. Une assurance vie, une fois le salaire, une assurance invalidité et une assurance médicaments. Puis là, le mini-choix que vous avez à faire, c'est au niveau du type d'assurance médicaments. Il y a différents régimes. Puis là, vous pouvez décider d'être là, d'être un petit peu plus couvert, dans le fond, selon les 3 options. Puis, c'est pas mal ça. Fait qu'à partir de cette compréhension-là, il faut savoir que ça peut être suffisant ou ça peut être insuffisant ce qui est offert par une association ou par un groupement. Donc, très souvent, on a le collectif. Puis, par-dessus ça, si on a des besoins qui ne sont pas couverts, on peut avoir de l'assurance personnelle. OK. OK? Je vais renchérir un petit peu parce que l'assurance, c'est pas la chose la plus excitante au monde, mais c'est normal, durant la résidence, d'avoir 2 assurances invalidité. Donc, vous avez celle de la FMRQ. Puis, si vous vous rappelez, dans les premiers podcasts, on mentionnait l'importance d'avoir l'assurance invalidité RBC ou autre. Donc, l'assurance FMRQ, elle disparaît quand que vous devenez en pratique. Donc, c'est important d'avoir pris nos assurances personnelles avant, parce que ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement se qualifier en début de pratique pour avoir accès à plus d'assurance seulement. Okay. Donc, c'est normal d'avoir les 2. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait automatiquement? Qu'est-ce que tu veux dire, adhérer à l'assurance? Oui. En fait, vous avez un petit formulaire à remplir, puis vous faites envoyer une petite enveloppe là, avant de commencer la résidence. Donc, c'est là que vous avez le micro-choix justement sur quel régime d'assurance médicaments. Fait que vous avez un papier à remplir pour ça. Et est-ce que ça coûte ou c'est déduit du salaire? Ou... C'est déduit du salaire. OK. Ouais. OK. Et il faut mentionner que des fois, il y a une confusion par rapport à ça. On est obligé d'adhérer à un régime d'assurance collective quand on peut le faire pour la partie médicaments. Et en fait, il y a 2 parties. Il y a l'assurance invalidité qui parlait, puis l'assurance vie, c'est comme un bout. Puis il y a l'autre bout qui est l'assurance médicaments. Vous pouvez vous désister de l'assurance médicaments si vous êtes couvert avec
conjointe. Mais à part ça, vous êtes obligé d'adhérer. Puis l'assurance invalidité, vous êtes obligé de la garder aussi. Conjointe ou parent. Ou avant 25 ans. Avant 25 ans, exact. Ouais. Dans la même ordre d'idée, vos besoins d'assurance vie vont évoluer dans le temps. Donc, quand on est étudiant, l'assurance vie, c'est tel que tel. Mais quand on a des enfants, quand on a une maison, c'est important de pas laisser sa famille avec un déficit, disons. Donc, l'assurance invalidité, on l'a pris en avance. Ouais. Bien, l'assurance vie, on peut faire la même chose. Donc, très souvent, durant le début de la résidence, il va être recommandé d'adhérer à possiblement de l'assurance vie pour protéger son assurabilité. Donc, même principe qu'on a fait avec l'invalidité au personnel, avec une assurance vie. Puis les besoins d'assurance, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, chaque situation est unique. C'est pas un chiffre magique pour tout le monde. Puis, il y en a qui très rapidement n'auront plus besoin d'assurance, d'autres qui vont en avoir besoin toute leur carrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut analyser là, à chaque année. OK. D'accord. Prochaine question. On avait la question du niveau d'endettement raisonnable. Qui était, je pense, c'est la question, là. À quel point on peut s'endetter durant la résidence et même les études aussi. Ouais. D'après vous, la réponse à cette question-là, mettons, c'est quoi, selon votre sentiment? Parce que c'est un peu comme la façon qu'on l'aborde avec nos clients quand on se fait poser cette question-là. Je me demande aussi, la marge de crédit donne 350 000. Est-ce que c'est raisonnable d'aller jusqu'à 350 000? Fait que ça, c'est le... Ben, je sais pas, je me Mais demande. moi, je me demande pour la cote, après, ça doit pas être très bon. OK. Fait que c'est deux sujets, là. La cote. Fait que la cote, c'est quelque chose qu'on a parlé un petit peu là, dans les premiers podcasts. Une marge de crédit, c'est du crédit rotatif, du crédit disponible. Donc, la façon que ça fonctionne du crédit disponible, c'est le total que vous pouvez emprunter, c'est le ratio qui est important. Donc, entre 0 et 30 ça l'améliore, ça a un effet comme positif même là, pour la cote. Entre 30 et 50, ça fait rien. Puis 50 et plus, c'est là que ça commence à avoir ton effet négatif pour ta cote de crédit. Donc oui, si tu es à 3,50 sur 3,50, un des mauvais effets de tout ça, c'est ta mauvaise cote de crédit. Mais je dirais que le plus gros mauvais effet, c'est le paiement d'intérêt que tu vas avoir à payer. Là, fait que supposons que quelqu'un a 300 000, mettons à un taux de 6 on est à 18 000 $ de paiement d'intérêt, là, juste de paiement d'intérêt par année. Là, ça commence à être pas mal de paiement. Donc, non, idéalement, normalement, on ne va pas à 350 000, même si c'est une possibilité d'aller à 350 000. Quand on se fait poser cette question-là, c'est que des fois, les gens recherchent des balises. On a plusieurs étapes avant ça. Il y a une différence aussi entre étudiant et résident. Donc, dans les études, il faut faire ce qu'on peut parce qu'on n'a normalement pas vraiment beaucoup de revenus à part les prêts et bourses. Donc, première étape, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui le font, mais tous nos clients étudiants, on le fait avec eux. On fait une projection de marge de crédit. Puis ça, on commence par faire un budget. Donc, on fait un budget, on regarde combien tu as besoin pour vivre, on essaie de tout prévoir le mieux qu'on peut. Là, si, exemple, c'est 20 000, ben là, on calcule si tu avais des économies, qu'est-ce que tu as, on pense que tu vas recevoir en AFE, puis on fait une projection que peut-être tu finis avec 40 000. Ben, juste ça, souvent, ça l'amène beaucoup de zénitude parce qu'on a un genre de plan, puis c'est plus comme un free-for-all. Parce que souvent, c'est... On arrête de regarder un peu, on fait l'autruche, la tête dans le sable, puis c'est là des fois, ça dégénère un peu. Fait que, déjà, quand c'est planifié, je pense que dans la mesure du possible, ça donne un meilleur résultat. Puis quand on arrive à la résidence, ben c'est sûr que ça dépend du niveau, ça dépend des circonstances de la personne. C'est pas pareil habiter à Montréal, par exemple, que d'habiter à Sherbrooke. Les coûts peuvent être différents. C'est pas pareil d'être seul ou en couple. Des fois, l'autre personne a le revenu, des fois non. Il y a beaucoup de facteurs. Mais encore là, la réponse plate, c'est qu'on commence par faire un budget pour voir où est-ce que tu vas t'en aller. On aime souvent dire que la première victoire, c'est que la marge de crédit, elle n'augmente plus pendant la résidence. Idéalement, elle se maintient. Donc, on paye les intérêts au moins. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de rembourser pendant la résidence? Fait que ça, c'est la deuxième victoire. C'est niveau 2 de la victoire. Si tu es capable de baisser ta marge de crédit pendant la résidence, ça peut être une bonne chose.
Souvent, c'est difficile pour différentes raisons parce qu'il y a quand même beaucoup de coûts d'éducation encore, de formation. Il y a des opportunités, des fois, de congrès qui sont intéressantes, puis on ne veut pas nécessairement se priver de ces trucs-là. Il y a des opportunités d'investissement aussi, des fois, qui font du sens à faire, comme par exemple le CELIAP. On peut en reparler un petit peu tantôt, mais des fois, ça devient une question de qu'est-ce qui est le plus rentable à faire. Mais oui, ça arrive qu'on puisse payer de la marge de crédit. J'ai un record, moi, que j'ai des gens qui ont payé 20 000 de leur marge de crédit pendant une année, en un an. Mais c'est des cas très extrêmes. Je veux pas que ça sette nécessairement le standard et la peur pour les autres, là. Puis au contraire, j'ai des extrêmes de gens qui ont rajouté 100 000 pendant une année sur une marge de crédit. C'est sûr que je préfère le premier scénario que le deuxième. Je pense qu'il y a aussi plus de zénitude chez le client. Ouais. Puis pour répondre à votre question, c'est aussi une question d'être à l'aise avec votre niveau d'endettement. La dette, ça fragilise toujours une situation financière. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises dettes. C'est normal qu'on emprunte pour investir, comme par exemple dans son éducation, dans l'achat d'une maison. On ne pense pas à acheter une maison cash, mais c'est la même chose pour une éducation. On ne pense pas avoir nécessairement ramassé 100 000 avant de commencer ses études en médecine. C'est la même chose. Mais quelqu'un qui se rend... Le peu de clients que j'ai qui se sont rendus à 300 000, je vous garantis que ce n'est pas mes clients les moins stressés. Là. Au contraire, là, la plupart du temps, ils sont un petit peu plus stressés. Puis on le sait tous, vous allez avoir un bon revenu après. Mais la plupart des gens qui sont à la résidence ont bien plus de chances de terminer que de ne pas terminer. Mais s'il arrive une invalidité, s'il arrive une maladie, s'il arrive un échec, on sort de la résidence pour X raisons, ça peut peser très, très lourd, 300 000 de marge de crédit. Oui, j'imagine. Ouais. Savez-vous, une fois en pratique, ça prend combien de temps en moyenne aux gens de rembourser leur dette ou c'est peut-être pas quelque chose de connu? En fait, ça dépend. Ça dépend. Notre travail consiste à faire que chaque dollar que vous n'ayez pas dépensé soit le plus payant possible. OK? Donc, une question qu'on a, c'est est-ce que je devrais rembourser ma marge le plus rapidement possible ou est-ce que je devrais mettre de l'argent de côté? On s'est fait dire qu'il fallait mettre de l'argent derrière, s'acheter une maison rapidement. Donc, il est où le dollar le plus payant? Puis la grande question en début de carrière, c'est nous, on fait des analyses d'incorporation pour les médecins. Est-ce que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine? Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça dépend. OK? Ouais. Et fondamentalement, est-ce qu'on préfère payer plus d'intérêts sur notre marge ou est-ce qu'on préfère payer plus d'impôts parce que vous allez être très, très imposé plus tard? Puis là, on fait le calcul, puis là, on fait des scénarios, puis là, on présente les scénarios aux clients. Toi, selon ton profil, est-ce que tu aimes mieux l'extrême gauche où tu rembourses ta marge rapidement mais que tu payes beaucoup d'impôts ou à droite, est-ce que tu aimes mieux payer moins d'impôts puis payer plus d'intérêts finalement, ou les scénarios entre les deux. Fait que dépendamment de la coordination des objectifs du client, il y en a qui veulent être en maternité rapidement, il y en a qui veulent piler, puis après ça avoir une vie de famille avec leurs enfants, etc. Il y en a qui veulent voyager, il y en a qui veulent s'acheter une maison énorme en commençant, d'autres qui continuent à vivre comme des résidents durant les premières années de pratique. Fait que fait numéro 1, c'est possible de rembourser sa marge très rapidement. Fait numéro 2, c'est possible de mettre 1 million de côté très rapidement aussi. Après ça, c'est de voir lequel des deux te convient le plus finalement. Okay. Fait que ça dépend, mais ça se fait rapidement quand on veut. C'est une question de priorité de la personne. Puis financièrement, vous pouvez pas mal tout faire dans votre carrière, juste pas tout en même temps. Fait que si la priorité, c'est de rembourser la marge, si la priorité, c'est d'acheter la maison, puis un est pas mieux que l'autre. C'est vraiment... Puis comme... ce que Cédric fait référence, nous on appelle ça on a un jeu, un nom pour ça, là, c'est le concept des 6 dettes. Fait qu'on regarde, on liste toutes les opportunités du client, puis on dit, ben gars, si mettons tu rembourses ta marge, tu vas sauver 6% d'intérêt, mais si tu mets de l'argent dans ton REER cette année, par exemple, tu vas sauver 53% d'impôts, en plus d'aller chercher peut-être 7% de rendement. Fait que là, c'est où que tu veux prioriser? C'est toujours une question de coût d'opportunité. Puis on descend ça. Puis là-dedans, il y a d'autres choses. Là. Il y a les études des enfants, il y a la maison, et ainsi de suite. Vous voyez le la concept. Piscine. La piscine. Est-ce qu'il y en a qui n'arrivent jamais à la rembourser ou qui, je sais pas, là, qui font une faillite ou quelque chose comme ça? Parce que c'était comme dans nos questions. Là, fait c'est rare. C'est rare, mais ça arrive. Tu sais, une faillite, c'est quoi? C'est d'avoir trop d'engagement financier par rapport à son revenu. Donc, puis, tu sais, c'est ça un peu. Je veux dire,
la marge de crédit, c'est comme du bonbon. Dans le fond, c'est que ça nous permet d'avoir des choses aujourd'hui qu'on ne pourrait pas avoir aujourd'hui. Donc, vous avez des longues études, puis des fois, on devient tanné un peu, puis on veut comme peut-être avancer certains projets. On ne veut pas nécessairement attendre. Fait qu'on fait le choix de faire ça, puis c'est correct jusqu'à un certain niveau tant que c'est raisonnable. Mais le problème, c'est que des fois, on développe cette habitude-là, puis cette habitude-là, elle s'en va pas nécessairement en pratique. Et certains, mettons qu'on rencontre quelqu'un en pratique aujourd'hui, que ça fait 25 ans, c'est déjà arrivé, effectivement, que je rencontre des personnes qui ont encore des soldes sur leur marge de crédit. Mais c'est pas le même solde depuis les études. C'est juste qu'il y a eu tout le temps quelque chose qui a remplacé. Une fois, c'est le solde des études. Après ça a été les rénovations. Après ça a été le bateau. Après ça a été... C'est un outil. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose qu'il y en ait tout le temps. Mais effectivement, il y a des médecins qui sont un peu, des fois, des médecins, et monsieur, madame, tout le monde en général, je vous dirais, là, qui sont pognés un peu dans la spirale de l'endettement. C'est sûr que ça arrive. Il faut aussi voir une autre chose. Si, par exemple, on achète une maison, puis la maison vaut 500 000 puis on a 400 000 ou 500 000, on va dire qu'on peut l'hypothéquer à 100 %. On a 500 000 de prêt. Notre valeur à la fin est de 0 $, right? Parce que si demain matin, je ne suis pas endetté de 500 000, je suis en valeur 0, ben j'ai 500 d'actifs, 500 de dettes. La même logique peut s'appliquer avec quelqu'un qui a une marge de crédit, dans le sens où si on a fini les études avec 0 $ de dette, puis on a une marge à 0 $ de solde, puis qu'on décide de prendre, par exemple, 150 000 $ pour faire la mise de fonds de notre première maison, ben notre maison, mettons, de 500 000 $, on va avoir 350 000 de prêt, puis on va avoir 150 000 de prêt qui a été pris sur notre marge, mais au final, on vaut encore 0. Fait que c'est vraiment de comprendre le prêt qu'on a, il est lié à quel actif, puis au final, quelle est la valeur nette que j'ai. Donc, ce que je possède moins les dettes que j'ai. Fait que si je suis dans le positif, il ne faut pas juste se limiter à une information. Il faut regarder le lot total. Le bilan, oui. Le bilan. Fait qu'il y a une petite nuance ici. OK. Tantôt, Cédric t'a parlé de la grossesse. Je pense que c'est un sujet qui est pertinent, qui nous intéresse. Donc, on voulait savoir comment on prépare une grossesse. On sait que il y a certaines personnes qui décident de prendre leur congé de maternité durant la résidence, d'autres qui préfèrent attendre. Qu'est-ce qui serait le mieux, puis comment on fait? En fait, qu'est-ce que vous avez entendu à date? C'est quoi les... C'est bon, ça. Ouais. Moi, je dirais que ils disent des fois de le prendre pendant la résidence parce que quand tu le fais pendant la résidence, tu as un petit salaire versus quand tu as gradué, tu n'as plus de salaire. Fait que c'est comme le point que les gens disent, prends-la pendant, comme être à grossesse pendant la résidence. Puis après ça, c'est de peut-être attendre 1 an avant de vouloir faire un enfant pour accumuler un peu d'argent, là, vu que tu n'auras rien accumulé sinon. Bien, avant qu'on parle des chiffres, il y a quand même une réalité que vous mettez. Il y a quand même une réalité entre collègues. OK? Un résident qui prend une année versus un collègue qui a une pratique avec une clientèle des patients, c'est pas la même charge de travail qui est dispatchée entre les collègues de travail. Fait que c'est plus facile de le faire pendant la résidence, pendant qu'on a une moins grosse charge, right? La deuxième chose, vous avez travaillé toutes ces années-là pour étudier puis devenir les meilleurs médecins. Puis là, il faudrait que la première année de pratique, vous ayez une année où vous prenez, mettons, une maternité. Ça se fait, là. Mais j'en connais, la majorité vont vouloir avoir au moins une année de pratique pour pouvoir avoir vécu quelques tempêtes puis être confortable. Fait avant même qu'on parle de chiffres, je pense que ces 2 éléments-là sont à prendre en considération un petit peu plus. Pour les chiffres, on a notre expert Anthony ici. Bien, la première des choses, c'est que dans les 2 cas, on a un salaire. Fait que c'est un peu que j'ai le congé de maternité pendant la résidence ou que je l'ai pendant la pratique. Même si pendant la résidence, on a l'impression que notre salaire il est couvert plus en proportion, parce qu'il y a un maximum que le RQAP couvre, qui est environ 94 000. Le maximum assurable, c'est 94 000, puis dépendamment du long du court congé, c'est un pourcentage entre 70 et 75 de ça qui est protégé. Puis c'est la même chose en pratique aussi. Fait que c'est sûr que si, par exemple, on fait 200 000 pour que ça se calcule bien, bien quand je reçois 75 % de 97 000, ma proportion est beaucoup plus courte. Mais si j'ai un enfant pendant la résidence, j'ai quand même retardé de 1 an mes gains pendant la pratique. Fait que le coût d'opportunité, il est là pareil.
Fait que ça change rien, que ce soit pendant la résidence ou pendant la pratique. Faites-le quand ça vous tente, votre enfant. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Il y a des petits avantages, pas assez encore là une fois pour faire de la planification trop poussée de maternité, mais il y a quand même des choses à penser. Fait que, premièrement, il y a un no man's land entre la résidence et la pratique. Il faut avoir au moins, parce qu'il y a une allocation spéciale pendant la résidence, en plus du RQAP de base. OK. Puis il y a une allocation spéciale aussi pendant la pratique. Excuse-moi, une allocation spéciale. Une bonification. Une bonification par-dessus la RAMQ. OK. Fait que, mettons, t'es pas médecin, tu reçois juste la RQAP, pas la RAMQ. Ouais. C'est deux mots que ça ressemble, OK? Fait que la RQAP, c'est le régime parental, OK, de maternité. Donc, à la résidence, on peut le recevoir. En pratique, on peut le recevoir aussi. OK. Dans la résidence, la FMRQ bonifie OK. ce montant-là. Donc, c'est un petit peu plus payant. Fait qu'au lieu d'aller chercher 75 %, on va chercher environ 95 % dans le congé court. OK? OK. Pendant la pratique, il y a aussi une bonification de FMOQ et de FMSQ qui est ajoutée par-dessus. Pour être admissible à cette bonification-là, il faut avoir au moins 10 semaines de facturation fait avec la RAMQ. Donc, première règle, il ne faut pas demander son congé de maternité. Si on peut le timer. Si ça se time, ça serait mieux de ne pas tomber dans l'entre-deux. On veut être bonifié soit par la FMRQ ou par la FMSQ, la FMOQ, mais pas par rien bandoute. Ça existe, ça l'arrive, puis à chaque année, ça l'arrive, puis c'est pas grave, mais c'est quand même une coupe de 1000$. C'est une coupe de 1000. La poussette VIP est payée, puis tout ça. Là, fait que ça fait une différence. Fait que c'est important. Puis à la résidence, il faut avoir au moins 20 semaines pour être admissible de 20 semaines de service. Fait que ça, c'est comme les règles de base qu'il y a à faire. Après ça, ben, tu sais, il y a les congés courts, les congés longs, il y a certains bénéfices à avoir l'un et l'autre. Puis, tu sais, je pense pas que ça vaut nécessairement la peine de rentrer dans tout le tableau aujourd'hui. Mais dans les deux cas, ça se fait. Je pense que la grosse chose, nos clientes en pratique, tu sais, ce qui les inquiète beaucoup, c'est la drop importante de revenus. Parce qu'à la résidence, on le sent quasiment pas, parce que c'est quasiment similaire. En pratique, c'est sûr qu'on voit une grosse différence. Donc, en pratique, c'est là que je pense que notre travail, il brille beaucoup, parce que justement, tu sais, c'est tout le temps les mêmes choses. Là, quand nous, on a des processus très établis pour tout, puis quand quelqu'un transitionne de résidence à la pratique, dans la préparation à la pratique, ben, on va dire, ben, c'est quoi tes objectifs pour les 3 prochaines années? Puis parce qu'on dit 3 prochaines années parce que c'est souvent les mêmes choses. C'est l'achat de la maison, rembourser mes dettes et planification de la maternité. Puis planification de la maternité, ça vaut vraiment la peine si on est capable de le planifier à l'avance parce que ça nous laisse le temps possiblement de mettre un petit peu d'argent de côté. Puis si on est incorporé ou non, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place avec ça. Mais encore une fois, je pense que le message revient, à part le fameux 10 semaines là, qui est tannant, le message revient de ayez vos enfants quand ça fonctionne pour vous. On a des clientes qui les ont pendant la résidence, il y en a qui les ont pendant la pratique, puis les deux fonctionnent. OK, tout le monde s'en sort très bien. Est-ce que c'est la même chose pour les gars et les filles? Comme les papas, est-ce qu'ils ont les mêmes... Ben oui, ils ont de la petite... en fait, j'ai une hésitation pour la bonification présentement, très sincèrement. OK. Mais à mon souvenir, je te dirais que oui. Il faudrait, je vais double-check moi aussi, je ne vais pas m'avancer. C'est quelque chose qui pourrait se rajouter dans les notes, en fait. Ouais. Okay. On travaille souvent plus avec maman parce que le congé de maternité est beaucoup plus long et impacte beaucoup plus la mère que le père. Là. Le père, c'est 3 semaines, puis après ça, ça dépend des partageables. Fait que là, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais c'est moins dans le concern de nos clients que de nos clientes, mettons. Oui, parce que c'est quand même rare qu'un homme va prendre un congé, mettons, parce qu'il y a des semaines partageables entre l'homme et la femme. 25 semaines au total. Puis c'est quand même rare que dans le cas des médecins résidents hommes ou des médecins pratiquants hommes qui vont prendre ce congé-là, ce 25 semaines-là, vont souvent le laisser à la femme ou ils vont simplement pas le prendre puis recommencer à travailler. OK. Fait que c'est bon, ce serait bon de savoir. On va clarifier, on va le mettre en note dans l'épisode. Parfait. Tantôt, tu as mentionné incorporation. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ça? Comment ça fonctionne, l'incorporation, si on devrait ou devrait pas? Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Quel type de médecin
devrait s'incorporer? Je pose la question, mais j'ai aucune idée. Tout revient à la question de l'impôt. Toujours. Fait qu'il y a 3 éléments qu'il faut savoir pour faire le calcul de l'incorporation. Puis je l'ai dit tantôt, hein, chaque médecin qui commence sa pratique, on fait l'analyse parce qu'on veut mathématiquement optimiser le tout. C'est pas tous les médecins qui s'incorporent, absolument pas. Premier élément qu'on doit savoir, combien on fait comme salaire. Deuxième chose, combien on a besoin par mois pour être heureux. Donc, on appelle ça le coût de vie. Puis le troisième élément, c'est les frais de pratique. Donc, il y a des spécialités, dépendamment si vous faites du privé ou pas, si vous êtes plus à l'hôpital ou si vous avez une clinique, il y a des frais de pratique ou pas. Fait que ma blonde, mettons, à l'hôpital, elle n'a pas de frais de pratique. Fait que c'est revenu, coût de vie, that's it. Okay. Fait que quand on calcule ça, on sait combien on a de besoin par mois pour vivre. Fait que si, par exemple, un médecin fait 500 000 par année, puis qu'il a besoin de 75 000 par année pour être heureux, bien, on a un surplus, en fait, qui est pas nécessaire. Fait que l'impôt, l'incorporation, ce que ça fait un peu comme un REER. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça fait un REER dans la vie? Oui. Tu mets de l'argent de côté en payant pas d'impôts, puis après ça, plus tard, tu le sors. Mais tu payes les impôts. Oui, ça devient ton salaire, mettons, à la retraite. Ça peut devenir ton salaire. Ouais. Puis tu peux payer des impôts après. Oui, exact. Ça retarde des impôts. Fait que ce que le gouvernement dit, c'est si vous mettez ça dans l'argent que vous gagnez dans votre année dans un REER, au lieu de payer de l'impôt sur ce dollar-là, comme si c'était un salaire puis vous le dépensez, on va vous donner un congé d'impôt sur ce montant-là. Puis quand vous allez le ressortir plus tard, là, vous payerez de l'impôt sur ce que vous sortez. C'est un peu ça. Fait que ça permet d'avoir plus d'épargne maintenant. Fait que et de contrôler. Oui, et de contrôler. Fait que, mettons, on a donné un exemple où il y avait la maternité. Bien, la maternité, si on sait qu'on passe de 500 000 à 100 000, mettons, de revenus, bien, peut-être que c'est une année où, si on a besoin d'argent, on peut sortir de l'argent, mettons, de notre compagnie ou des REER, en théorie, si on voulait. Parce que l'impôt est progressif, OK, dans la table. Plus on fait d'argent dans la même année, plus le taux d'impôt moyen va être élevé. Ça fonctionne par braquette. Donc, pour juste compléter le REER, l'incorporation et tout, quelqu'un à 500 000 va payer en moyenne peut-être 50 d'impôts parce qu'il atteint le 53 %. Mais à 100 000, en moyenne, il en paye peut-être 38, 30, 35. Okay? Donc, c'est comme un robinet, dans le fond. T'sais, au lieu d'avoir toute la hausse qui nous envole dans la face dans la même journée, on peut contrôler le débit un petit peu plus longtemps puis préserver notre eau plus longtemps puis la sortir à 38 % tantôt aussi. Fait que ce qu'on veut, c'est éviter de spiker des années. Fait que si, par exemple, on fait 500 000, mais qu'on a juste besoin de 75 pour vivre, on est capable d'économiser beaucoup d'impôts qu'on devrait payer. Pour l'avoir dans nos mains tout de suite, il faudrait payer beaucoup d'impôts. Mais si on le sait qu'on ne la prendra pas, cet argent-là, ou qu'on ne prévoit pas la prendre, on peut payer moins d'impôts, on peut l'investir. Puis là, ben, l'argent qu'on aurait payé en impôts peut faire des intérêts. Fait que, puis on reporte le paiement de l'impôt à plus tard, finalement. Puis si on fait un très, très bon travail, dépendamment toujours ce que vous avez de besoin, c'est possible de sauver, mettons, j'aurais payé 53 sous d'impôt sur ce dollar-là cette année, mais là, je ne l'ai pas payé. Mais plus tard, ça se peut que je le ressorte, mais que ça ne me coûte pas 53 sous. Ça se peut que ça me coûte 25 sous sortir ce dollar-là. Fait qu'on a créé de la valeur parce que vous avez payé moins d'impôts overall. Comprenez-vous? Puis l'incorporation là-dedans... Elle permet d'avoir plus d'espace. Ben, de façon très, très simplement illustrée, là, le seul avantage, c'est de faire du report d'impôt. OK. Parce que il y a beaucoup de médecins qui pensent qu'il faut être incorporé pour pouvoir passer des dépenses. C'est pas le cas. Fait que vous soyez incorporé ou pas, vous allez avoir les mêmes avantages. Vous allez pouvoir passer vos dépenses. Puis c'est pas un avantage. Puis c'est important de le clarifier parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est le cas. Fait que ça sert uniquement à reporter de l'impôt. Faut avoir un coût de vie bas ou relativement bas pour être capable de dire qu'on n'a pas besoin de tout dépenser. Fait qu'un médecin qui commence sa pratique, qui a 250 000 sur sa marge, qui tombe en maternité pour un an, ça peut marcher. Après ça, qui s'achète la grosse maison, ça vaut pas la peine de l'incorporer, exact. Parce que ça va dépendre, mais ça vaut. Est-ce que ça coûte de s'incorporer? Oui. OK. Ça coûte à chaque année. Ça coûte à chaque année. OK. Parce que vous avez un rapport d'impôt à faire au personnel comme travailleur. Puis quand vous êtes incorporé, vous avez vos rapports d'impôt de compagnie, vous avez vos états financiers. Fait que ça peut peut-être tripler ou quadrupler votre facture de comptable à chaque année. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une plus-value exacte. C'est mathématique. Il n'y a pas d'émotion en lien avec ça. C'est pas un objectif de vie d'être incorporé. C'est vraiment... C'est quand on est... C'est ça. On le calcule puis on le projette. Ouais. Faut pas... des fois,
les clients sont pressés de s'incorporer juste quasiment par peer pressure ou que tout le monde l'a, fait que je devrais l'avoir, mais il y a des étapes. C'est pas à cause. Tu peux ne pas être incorporé pendant 3 ans, des fois, ça fait du sens, ou 1 an, ou 2 ans. Donc, encore une fois, c'est. Ou toujours. Ou toujours, exactement. Il y en a des clients qu'on leur dit, écoute, vraiment, ça vaut pas la peine. Il faut vraiment épargner un certain montant pour couvrir le coût critique de coût. Il ne faut pas être pressé. Et si on a incorporé, est-ce que ça fait beaucoup d'administration à faire, beaucoup de paperwork pour le médecin? Ou? Pas plus que de pas le light. OK. Parce que dans tous les cas, il va falloir que tu traques tes frais de pratique. Puis là, nous, on fournit des templates aux clients. Okay. Dans tous les cas, puis sinon, il peut sortir ses relevés, puis on le révise. Mais ça te demande de t'asseoir soit une fois par mois, mettons 15 minutes pour mettre à jour ton registre, ou un gros 3-4 heures à la fin de l'année parce que tu as un backlog, parce que vous avez des backlogs de d'autres affaires et tout, des fois. Là, fait que, puis ça se fait. Fait qu'il n'y a pas plus de paperwork, c'est le comptable, l'avocat qui s'en occupe. OK, cool. Ouais. OK. Tant qu'à parler du début de pratique, on avait comme question peut-être les disparités entre les salaires. Ouais. OK. Entre une spécialité et une autre? Ouais. Ou région à une autre? Ou... Les deux. Les deux, oui. On avait les deux questions. OK. Il y a des... Puis ça, je pense qu'on pourrait le mettre dans les notes, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent ça. Il y a des tableaux, il y a des recherches qui sont faites, il y a des recensements qui sont faits. Il y a des moyennes qui sont faites. Puis c'est sûr qu'il y a certaines spécialités comme, par exemple, ophtalmo qui sort beaucoup plus haut. Puis médecine familiale sort un petit peu plus bas. Comme la moyenne de Omni est peut-être autour de 300. Puis je pense ophtalmo, j'ai vu 700 dernièrement. Par contre, il faut faire attention parce que aussi d'une spécialité à l'autre, dépendant du type de pratique que vous avez, des fois vous avez des frais de pratique ou non. Fait qu'il y en a qui, par exemple, supposons qu'un Omni ferait 100% de spit, il n'y a théoriquement pas de frais. OK, versus quelqu'un qui fait du bureau, à 300, il y a peut-être 50 000 de frais de bureau. Des fois, ça arrive. Fait que ça aussi, il faut tout le temps comparer au net, comparer le total. C'est pas à cause que la moyenne des Omni est à 2,50 ou à 300 qu'il n'y en a pas qui font 4,50. OK? Ça, c'est vraiment c'est une question de charge de travail, c'est une question d'heure. Fait qu'il y a moyen de faire de l'argent dans n'importe quelle spécialité et de ne pas en faire aussi dans n'importe quelle spécialité si vous faites mal votre facturation puis vous êtes mal accompagné. Je pense que globalement, notre message, c'est que c'est tellement dur de faire sa spécialité qu'il faut aimer ce qu'on fait. Donc, choisissez pas en fonction du salaire. C'est pas de sonner quétaine puis de dire faites ce que vous aimez. Là, dans le sens, c'est facile de vous dire ça parce que peu importe ce que vous allez choisir, vous allez le faire. Vous allez vous en sortir bien financièrement. Fait que choisissez qu'est-ce qui est facile pour vous à faire puis que votre vie soit pas un enfer à chaque jour parce que l'enfer pendant 40 ans, c'est long. Ouais, ça vaut pas la peine. Non. Exact. Ouais. Comment ça se passe d'ailleurs, la facturation? Je pense qu'on a comme... On nous en parle beaucoup, puis c'est comme ça a l'air compliqué. Puis, ouais, on sait que c'est facturé à l'acte, mais comment ça se passe au quotidien? Première des choses, juste un petit disclaimer, là, on n'est pas une compagnie de facturation, mais c'est une bonne question, puis on se la fait poser souvent, puis on veut guider un petit peu dans ce sens-là. Fait que notre réponse va être assez large, parce que ça peut devenir très, très pointu. Mais la réalité, là, c'est que, dépendamment de la pratique que vous avez dans la région que vous avez avec le groupe de collègues que vous avez l'option d'être salarié. Il y en a quand même qui le sont, moins, mais il y en a qui le sont. Il y a à l'acte, puis il y a hybride. Fait que c'est possible d'avoir les deux. Cette réflexion-là, vous n'avez pas besoin de l'avoir parce que les médecins où vous allez travailler, le groupe l'a déjà fait. Puis c'est la meilleure façon d'être rémunéré qui a été mis en place. C'est possible de le changer, mais c'est difficile là, de ce que j'ai compris. Fait que on n'a pas cette question-là à se poser. Maintenant, c'est est-ce que c'est nous qui le fait nous-mêmes? Est-ce que c'est un adjoint ou un adjointe ou quelqu'un qui fait de la facturation? Ou est-ce qu'on délègue 100% de ça? Puis ça aussi, ce beat-là est un petit peu imposé par rapport au groupe avec qui vous allez avoir votre pratique, finalement. Puis on peut même amener ça plus loin que ça.
il peut même avoir des pools de médecins qui vont décider parce qu'il y a certaines actes qui sont plus payantes que d'autres, right? Puis il y en a qui sont moins payantes puis moins le fun à faire, mais on doit les faire. Mais il y en a qui vont se sacrifier puis vont se dire, moi, j'aime ça faire cet acte-là, puis mais je veux pas être moins payé. Fait qu'ils vont pooler, puis tout le monde va avoir le même rémun, puis le monde va trouver un petit peu plus leur place dans la pratique qu'ils veulent avoir finalement. Fait que c'est beaucoup de questions, mais beaucoup de devenir un expert en facturation avant de savoir où on va travailler puis c'est quoi qui est en place pour nous. C'est un petit peu comme un coup d'épée dans l'eau, je vous dirais. Là. Fait que c'est une discussion à avoir un peu plus tard, mais c'est vraiment le moindre de vos soucis. Par contre, Anthony l'a dit tantôt, il y a des compagnies qui vont... il y a des gens qui sont les vieux de la vieille, qui sont peut-être moins à jour. Un petit peu comme la même chose peut s'appliquer au niveau des comptables ou un médecin, en fait. Quelqu'un qui a des mauvais plis, qui continue à prendre ses mauvais plis, bien, il peut vous faire sous-facturer. Fait que de remettre en question ça, de comprendre la facturation, ça permet de savoir si on sous-facture par rapport à la moyenne ou on sur-facture. Mais ça peut aider dans cet ordre d'idée-là. Mais en tout cas, c'est dans un petit bout. Et ça se connecte bien aux moyennes aussi, tu sais, qu'on parlait des moyennes de salaire. Ouais. C'est pour ça que c'est quand même pertinent de savoir ces moyennes de salaire-là, parce que si on se rend compte qu'on est très en dessous de la moyenne puis qu'on n'a pas l'impression qu'on travaille moins que la moyenne, des fois, ça vaut la peine de se reposer des questions. Là. C'est arrivé des fois, là, des clients qui ont fait des changements. OK. Est-ce que c'est vrai que ça prend 3 mois avant d'avoir notre première paye? Ça dépend. Ça dépend. Je ne rentrerai pas dans le détail de tout ça parce que je ne suis pas l'expert non plus de ça, mais en réalité, ça dépend à quelle vitesse tu as le droit de pratique, en fait. Puis ce qui se passe, puis ce que les compagnies de facturation me disent, c'est que souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y en a qui partent en voyage, ils vont faire leur demande, puis ça tombe en même temps que c'est en juillet, quand tout le monde est en congé. Fait que si tu le fais très tôt, tu n'as pas de problème. Puis si tu reviens plus tard, ben tu n'as pas de problème non plus, finalement. Fait que si tu as fait du moonlighting aussi, en théorie, tu as déjà pratiqué, tu as déjà eu de la rémun. Fait que ça va plus vite un petit peu. Par contre, on s'en fout un petit peu. Là. Parce que tu vivais avant de commencer la pratique, ça devrait pas être là, c'est la fin si j'ai pas 1000$ qui tombent dans mon compte de banque. Fait que le pire qui arrive, c'est que tu reçois une plus grosse paye la première fois. Mais c'est pas... ça, c'est de la gestion de cash flow. C'est pas dramatique. Si t'as ta marge de crédit avec un montant utilisable dessus, au pire, c'est ça. Puis, je veux dire, je pense pas que c'est stressant. Il y en a tellement qui partent en voyage pendant genre 2 mois à la fin de la résidence que c'est pas genre, OK, là, je reviens, j'ai loadé mes affaires, il me faut ma paye maintenant. Fait que c'est un feu de paille, ça, cette peur-là. C'est pas, ça change rien. C'est bon. Parlant de paye, les médecins, on est comme des travailleurs autonomes. Est-ce que vous voulez nous parler un peu comment on devrait gérer pour la retraite? Une grosse question, ça. Ouais, donc... Est-ce qu'on devrait y commenter? Commencer dès qu'on commence. Est-ce qu'on doit mettre de quoi de côté? Ouais. Ben, en fait, je vais dire, tu sais, travailleur autonome, incorporé, salarié, OK? Parce que travailleur autonome, c'est un statut fiscal, OK? C'est juste que vous êtes responsable à 100% de vos trucs. Mais il y a des gens salariés aujourd'hui, ils n'ont pas plus de fonds de pension, ils ont rien, il faut qu'ils s'organisent tout, OK? Fait que, mais oui, effectivement, vous êtes autonome, vous devez tout faire dès le départ. Et le conseil est le même que tout le monde. Le plus tôt qu'on commence, le mieux va toujours être. Pourquoi? Parce que c'est juste la nature de la mathématique de l'investissement à cause de ce qu'on appelle l'intérêt composé. Donc, on sait que l'intérêt composé, essentiellement, c'est qu'on fait de l'intérêt sur de l'intérêt. Fait que ce que ça veut dire, c'est que si je fais 10% sur 100 000, l'année d'après, j'ai 110 000. Je refais 10% encore. Donc, l'année d'après, je ne fais pas 10 000, je fais 11 000 parce que j'ai fait de l'intérêt sur de l'intérêt. Donc, la courbe est exponentielle. Et plus on a une masse critique qui est atteinte rapidement, si on fait 10% sur 1000$, c'est le fun, c'est 100$. Mais si on fait 10% sur 1 million, c'est 100 000. Fait que c'est l'équivalent des fois d'un bon salaire. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ce million-là, cette masse critique le plus rapidement possible? Bien, c'est d'en mettre le plus possible de côté initialement, puis cet argent-là va profiter pendant plus longtemps, pendant 30 ans. Versus quelqu'un qui attend, mettons, à 45 ans, mettons 45 avant 65, j'ai juste 20 ans, 25 avant 65, j'ai 40 ans. Donc, plus vous commencez tôt, moins vous avez à en mettre de côté, parce que plus cet argent-là va faire de l'intérêt. Puis quand on regarde des proportions d'intérêt versus capital, donc l'argent que vous avez mis de côté réellement versus tout le profit que vous avez fait, il y a bien plus d'argent qui est généré en intérêt pour les gens qui commencent tôt
versus ceux qui commencent tard. Fait que ça va vous coûter moins cher. Vraiment, vous allez mieux vivre, vous allez vivre avec plus d'argent tout au long de votre vie active et en plus de ça pendant la retraite. Moins stressé. Moins stressé. Ah oui, 100%. Ça serait quoi, mettons, la proportion de ce qu'on devrait mettre? Fait que ça n'avais pas de réponse comme ça dépend. Ça dépend parce que si tu veux, mettons que l'affaire qui est difficile, c'est de baisser son coût de vie. C'est une science humaine, très, très humaine. Si tu commences ta pratique... Non, mais c'est simple. Là. Dépenser, ça rend heureux. Sinon, si on se dépense puis on se sent mal, on fait quelque chose de pas correct. On s'endette puis on sait qu'on se met dans le trouble. Mais faut pas être gêné de dépenser. Fait que l'idée, c'est que... t'as peu... L'idée, dans le fond, c'est le tapis roulant du plaisir. Là. C'est une mauvaise traduction du français, mais... Oui, j'ai pogné un blanc. Faisant mon histoire, je me suis comme excité. Oui. Attends, non, mais c'est quoi? Repose la question 2 secondes. C'est quoi comme les guidelines pour savoir c'est quoi la proportion? Oui. OK, parfait. Fait que ce qui est conseillé de faire, en fait, ce qui est le plus facile, la track la plus facile au monde, c'est t'étais résidente, t'étais étudiante, t'as eu une bonne vie, t'es heureux, right? Puis continue à avoir ce mode de vie-là, puis commence ta pratique. La seule différence, c'est que tu veux, mettons, monter un petit peu tes dépenses puis avoir des budgets voyage puis rembourser ta marge fine, mais plus tu peux étirer ça longtemps, plus tu peux mettre de l'argent de côté maintenant. Puis tu le sais pas, toi, plus tard, comment tu vas aimer ça dépenser. Mais si tu t'habitues tout de suite à dépenser, tu as ta grosse maison, tu as ta grosse auto, puis que là, plus tard, on te dit... Hey, mon ami, ça n'arrivera pas pour la retraite parce que tu passes de 500 000 de dépenses par année à 50 000. Tu vas trouver ton 30 ans long. Là, c'est dur de baisser. Vendre sa maison pour s'acheter une plus petite maison, etc., ça se fait pas vraiment. Fait que le meilleur scénario, puis les jeunes médecins, vous êtes très, très au courant de ça, puis plus conscient de ça, c'est d'étirer votre vie de résident le plus longtemps possible avec un revenu de médecin. Vous mettez, mettons, 1 million. Des fois, ça prend 4 ans. Des fois, ça prend 6 ans. Des fois, ça prend 10 ans. Mais plus on le met vite, après ça, vous vous achetez des options. OK, j'ai eu un enfant, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. On veut voyager. Je veux mettre moins d'argent de côté. Ben, t'en profites un petit peu plus avec tes enfants rendus là. Fait que plus tu brûles du gaz maintenant, plus il va falloir, moins tu vas en avoir d'accessible plus tard. Là. C'est un petit peu ça la logique. OK. Puis, on a des clients des fois qui épargnent comme 70% de ce qu'ils font au début, puis après ça, c'est renversé plus tard, progressivement. Mais si tu veux une réponse, mettons, moyenne, là, une vie beige toute ta vie, mettons, là. Ça dépend. Il y a certains pourcentages de règles de pouce qui traînent, là. Fait que si tu veux arrêter à 60 ans, 65 ans ou 55 ans avec le même rythme de vie, bien, plus c'est tôt, plus ton pourcentage doit être haut. Mais en même temps, ça travaille aussi dans ton sens. Parce que plus tu épargnes, moins tu dépenses. Puis le concept de la retraite, c'est qu'on veut vivre de la même façon qu'on vivait dans sa vie active. Fait que si tu es habitué de vivre avec, mettons, je sais pas, moins 490 000, puis tu en fais 550, ben tu n'en as pas beaucoup à épargner à chaque année, puis tu en as beaucoup à couvrir tantôt. Parce que si tu es habitué de vivre avec 50, tu en fais 500 encore, ben là, tu en as 450 à mettre de côté, mais genre en 3 ans, tu vas pouvoir arrêter de prendre ta retraite. Fait que ça dépend. Mais mettons, règle générale, 20% de côté minimalement. Puis on peut... Là, il faut faire attention parce que de l'argent épargné dans l'incorporation, ça vaut pas la même chose que de l'argent épargné au personnel et dans le REER et ainsi de suite. Il faut ramener ça au net. Là. Je vous dirais 20%, 60 ans, c'est pas mal safe. 25, 55, ça commence à être possible. 15, tu commences à jouer avec le feu vers 65. Là. Là, on parle juste de retraite, on parle pas de REER, on parle pas de payer sa maison, on parle de rien. Il y a quelque chose, on est le métier à 1001 vies. Fait que vous posez la question une fois, puis nous, on l'a vu des centaines et des centaines et des centaines de fois. Les gens qui ont de l'argent de côté puis qui ont plus de dette sont moins stressés. C'est juste un fait. Fait qu'après ça, il y en a qui me disent, mais moi, je veux vivre, puis je vais mettre de l'argent de côté. Il y en a toujours qui disent, moi, je veux vivre maintenant, YOLO, let's go. Puis là, tu sais, OK, mais est-ce que tu vis vraiment plus heureux si tu t'accotes en termes de capacité de paiement? Oui, tu as le gros char, oui, tu as mais tu sais que s'il arrive de quoi, ça devient stressant. Puis tu peux pas avoir la grosse maison, puis la grosse auto, puis pas capable de faire des beaux cadeaux de Noël, mettons, là, tu sais. Fait que, il y a tous ces éléments-là. Fait que quand t'as ton million, mettons, puis tu le sais que demain matin, si tu décidais que tu avais un changement de beat de vie, puis ça tentait plus d'être médecin, puis tu voulais comme rider ta vie, ben t'as quand même ça de fait, finalement. Fait que mettre de l'argent de côté, c'est moins stressant, puis t'as une belle qualité de vie à tous les matins, tu te lèves pas par obligation.
Tu te lèves parce que tu aimes ce que tu fais. Puis si tu as besoin de prendre 2 mois d'off parce que tu as besoin de prendre 2 mois off, tu prends ton 2 mois off, tu sais. Puis par rapport aux impôts aussi, comment on gère tout ça? Savoir mettre de l'argent de côté, payer les impôts. OK. On paye sa juste part. OK? Les fiscalistes disent l'important, c'est de payer sa juste part. Donc, si j'ai 2 scénarios, 2 personnes qui font 50 000 de salaire, les 2 vont payer le même impôt à la fin. OK? Si j'ai quelqu'un qui fait 100 000, il va payer plus d'impôts. On s'entend là-dessus. Right? Donc, dans mes 2 personnes ici, la deuxième chose qu'il faut penser, c'est quand est-ce que je paye mon impôt? La plupart des gens payent leur impôt sans s'en rendre compte. Quand on est employé, qu'on a un salaire, à chaque fois qu'on reçoit une paye, il y a un montant d'impôt qui a été prélevé. Ce montant-là, il n'est pas random. Dans le fond, le comptable de la compagnie dit, bon, ben Cédric, il va faire 50 000, fait qu'on va tout de suite prélever le montant d'impôt qu'il aura payé. Scénario A, tu as ton impôt prélevé. Le deuxième, c'est le cas des médecins comme travailleurs autonomes au départ. Il n'y a pas d'impôt de prélevé sur des payes que tu reçois. Fait que là, tu vis ta vie, puis là, tu dépenses tes affaires. Puis là, à la fin de l'année, tu nous dois de l'impôt. Fait que les 2 vont payer le même montant d'impôt. Il y en a juste un qui va se le faire demander à la fin de l'année. Fait qu'il faut être prêt en conséquence. Maintenant, le gouvernement, il n'est pas stupide. Si les gens dépensent au fur et à mesure qu'ils font leur argent, les gens sont émotifs, on aime ça dépenser. On l'a statué tantôt. Fait que si tu as tout dépensé ton argent, si tu n'as pas de capacité de payer ton impôt, tu fais quoi? T'es dans la marde. T'es dans la marde. Fait que tu prends ta marge. Mais si ta marge est loadée, là, t'es dans la marde. Puis là, tu fais faillite. Tu comprends? Fait que c'est pas ça, là, mais mettons. Fait que l'idée, c'est que le gouvernement va demander de payer à tous les trimestres ton impôt. Mais lui, il sait pas que tu as commencé à faire de l'argent. Puis la vie des médecins est drôlement faite. Tu fais 50 000, 60 000, 500 000. Fait que la première année que tu fais 500 000, il n'y a pas d'impôt de prélevé. La deuxième année, ils font, hey, on a vu, basé sur ce que tu as fait l'année passée, il faudrait que tu nous payes ton impôt au moins 4 fois par année. Fait que c'est ce qu'on appelle les acomptes prévisionnels. Fait que là, c'est pris au fur et à mesure. Puis quand tu dépasses 500 000 de revenus, là, c'est au mois, il faut que tu payes ton impôt. Pour être certain. Le gouvernement aime mieux avoir l'argent dans leur poche tout de suite que d'attendre à la fin de l'année aussi. Mais à la fin, tu as payé le même montant. Fait que quand tu fais un rapport d'impôt, ou qu'un comptable fait ton rapport d'impôt, il n'est pas là pour te faire gagner à la loterie de l'impôt puis faire genre, j'ai fait un job incroyable, tu payes ou tu payes pas de l'impôt. C'est, tu payes ta juste part, puis that's it, that's all. Fait que si tu as payé trop d'impôts au courant de l'année, tu vas avoir un retour d'impôt à la fin. Puis si c'est l'inverse, tu vas devoir payer un montant d'impôt. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire baisser l'impôt que tu payes à la fin de l'année? Les REER, parce que ça vient baisser notre salaire imposable. Les frais de pratique. Tu l'as pas dépensé cet argent-là pour toi, tu l'as dépensé parce que ça fait partie de ta pratique, fait que tu n'as pas d'impôt à payer là-dessus. Fait que c'est là que le comptable il vient réduire un petit peu votre salaire. Ou l'inverse peut être vrai. Tu fais ta business, tu fais ta vie de médecin, tu as 3 immeubles à logement sur le côté, ben tu vas avoir un revenu plus haut, il va falloir que tu payes de l'impôt là-dessus. Fait que c'est là que le comptable vient rééquilibrer la facture de l'impôt à la fin de l'année. Fait que, à part l'organisation des paiements, on paye le même impôt à la fin, nous, ça ne change rien. Okay. Ça, c'est Archie qui peut tout faire, ça. 100%. 100%. Puis ça devient un petit peu compliqué parce que vous comprendrez que surtout si vous facturez à l'acte, on ne fait pas le même nombre d'appendices à chaque année. Là. Fait que l'idée, c'est vraiment, tu as des années à plus, des années à moins. Fait que le comptable, le planificateur financier surtout, lui, va prévoir. Parce que si le comptable ne sait pas qu'il y a une maternité qui s'en vient, c'est pas la même chose. Puis là, le gouvernement va demander des acomptes prévisionnels. Lui, il pense que tu fais encore 500 pour cette année, mais là, tu vas faire 100 000. Puis en fait, ta maternité, elle arrive sur 1 an, sur 2 ans. Ou tu en fais 2 mois une année, puis 7 mois l'autre. Tu sais, tous ces calculs-là, c'est le comptable et le planif qui vont vous le calculer. Okay. C'est 100% une bonne question, un bon point. Ouais. Parce que j'écoute, puis je suis comme, ça devient overwhelmant. Ça devient overwhelmant. Ouais. Ben, super. Je pense qu'on a... Faites le tour des questions. Le tour des questions. Fait que, mettons un mot de la fin. Un mot de la fin. Économiser. Je pense que la solution à tout, c'est le budget. Ouais. À partir du moment où vous savez combien vous avez besoin pour vivre, juste vous, vivre, pas vos épargnes, rien. Combien j'ai besoin pour être heureux puis être pas optimisé, épanoui. Pour être épanoui, on part de là, puis après ça, on construit autour, puis on regarde s'il y a des façons de sauver de l'impôt. Puis l'impôt qu'on sauve, c'est juste le segway pour la retraite, finalement. C'est de l'argent qu'on a de plus maintenant pour être capable d'avoir une retraite plus tard. Ouais. Je rajouterais plus large que ça, c'est d'avoir un plan à la fin. T'sais, peu importe, le budget est un des outils pour planifier, c'est un des gros, mais l'épargne, le remboursement de dette, tes impôts,
c'est vraiment d'avoir ton plan. C'est pas inquiétant d'avoir des dettes quand tu sais qu'ils vont être remboursés à tel moment. Puis c'est pas inquiétant de planifier sa retraite quand on a pris une décision de quand que ça va être fait, et ainsi de suite pour la maternité. Donc, on va se faire une shameless plug, là. Ici, on est des planificateurs financiers, donc c'est ça notre rôle de faire les plans avec vous. Puis je pense que c'est ce qui amène 80% du résultat chez nos clients. C'est pas de dire hey, on a investi plus aux États-Unis, puis au Canada, moins au Canada cette année, puis on a fait 0,25%. C'est important, mais à la fin de la journée, je pense que nos clients bénéficient beaucoup plus de la structure puis des plans qu'on met ensemble. Super. Mais merci beaucoup. Ouais. Ouais, Merci, oui, les filles. Merci à vous autres.